Le jour où Claire signa les papiers du divorce. Elle vomit dans les toilettes du tribunal sans comprendre que son corps venait de lui annoncer une vérité plus cruelle que la trahison. L'homme qu'il avait quitté pour une femme plus jeune riait déjà sur le trottoir. Une main posée sur la taille de sa nouvelle amante. Et dans le ventre de Claire, silencieux comme un secret enterré vivant, grandissait l'enfant de celui qui venait de l'effacer. Elle resta longtemps assise sur le rebord froid du lavabo, les doigts crispés sur son sac à main. Le carrelage sentait l'eau de javel et l'humiliation. Dans le miroir, son visage semblait appartenir à une autre femme. Plus pâle, plus vieille, déjà absente. Quelques minutes plus tôt, Martin avait signé sans trembler. Sa chemise bleue était parfaitement repassée. Sa montre brillait sous la lumière blanche de la salle. Il avait même eu ce petit sourire poli. Celui qu'il réservait aux inconnus. Aux serveurs, aux voisins qu'il méprisait en secret. Je pense que c'est mieux pour nous deux, avait-il dit. Claire avait hoché la tête. Elle n'avait pas pleuré, pas devant lui. Pendant 7 ans, elle avait cru que le silence pouvait sauver un mariage. Elle avait avalé les retards. Les parfums inconnus sur l'école. Les messages effacés trop vite. Les dimanches où Martin regardait son téléphone comme on regarde une fenêtre ouverte vers une autre vie. Elle s'était dit qu'un homme fatigué pouvait devenir distant. Elle s'était dit qu'une épouse aimante devait patienter. Puis il y avait eu Élodie. Élodie avait 26 ans, des cheveux brillants, une voix légère et cette manière de rire trop fort aux blagues de Martin. Au début, Claire l'avait vue comme une collègue parmi d'autres. Puis elle avait remarqué les regards. Les pauses trop longues, le téléphone retourné sur la table du dîner. Un soir, Martin était rentré avec une odeur de jasmin sur sa veste. Claire avait préparé une soupe de légumes. Comme il aimait quand l'hiver mordait les vitres. Il l'avait à peine touchée. Tu devrais sortir un peu plus, avait-il murmuré en fixant son assiette. Tu t'es laissé aller, Claire. Ces mots avaient glissé doucement dans la pièce. Mais il l'avait coupée jusqu'à l'os. Elle avait regardé ses mains, rouges d'avoir lavé la vaisselle, rangé le linge, frotté le sol, préparé la maison qui n'était déjà plus la sienne. Elle avait voulu répondre. Elle avait voulu dire qu'elle avait mis de côté ses rêves de boutique. Ses cours de dessin, ses robes colorées, parce qu'il disait toujours que ce n'était jamais le bon moment. Mais elle n'avait rien dit. La jalousie de Martin avait d'abord ressemblé à de l'amour. Il n'aimait pas qu'elle porte du rouge. Il fronçait les sourcils quand un voisin la saluait trop chaleureusement. Il vérifiait parfois qui commentait ses anciennes photos. Puis, quand Claire avait cessé de plaire aux autres pour le rassurer, il avait commencé à la trouver terne. Voilà la cruauté des hommes comme Martin. Ils enferment une femme dans l'ombre. Puis ils lui reprochent de ne plus briller. Le divorce avait été rapide. Pas d'enquête, pas de scandale, pas de cris, juste des papiers, des signatures, une phrase sèche de l'avocate. Et la sensation d'être déposée dehors comme un meuble usé. Sur le trottoir du tribunal, Élodie attendait dans un manteau beige. Elle leva les yeux vers Claire avec une pitié à peine cachée. Martin s'approcha d'elle, et Claire vit leurs doigts se chercher comme s'il avait déjà oublié qu'elle se tenait à 2 mètres. Tu vas t'en sortir, Claire, lança Martin d'un ton presque aimable. Elle le regarda, le vent soulevait une mèche de ses cheveux. Elle aurait pu lui dire qu'elle avait aimé chaque cicatrice de leur histoire. Qu'elle connaissait encore par cœur le bruit de ses pas dans l'escalier. Qu'elle avait dormi seule dans leur lit bien avant qu'ils ne partent vraiment. Mais son estomac se retourna brusquement. Elle porta la main à sa bouche et se précipita vers l'intérieur du tribunal. Le soir même, dans son petit appartement loué en urgence, Claire posa 3 tests de grossesse sur le lavabo. 3 lignes positives, 3 coups de tonnerre silencieux. La pluie tombait contre la fenêtre. Dans la pièce presque vide, il n'y avait qu'un matelas, 2 cartons et une lampe bancale. Elle s'assit par terre, les genoux contre la poitrine, et resta là jusqu'à ce que la lumière du jour disparaisse. Elle pensa appeler Martin, son doigt resta longtemps au-dessus de son nom. Puis une image lui revint, brutale et nette, sa main sur la taille d'Élodie, son sourire soulagé en sortant du tribunal. Cette façon qu'il avait eue de se débarrasser d'elle avec douceur. Comme on ferme une porte sans faire de bruit. Claire éteignit le téléphone. Ce fut la première pierre de sa vengeance silencieuse. Pas une vengeance faite de cris, de menaces ou de scènes devant les voisins. Non, Claire n'avait plus la force de supplier, ni l'envie de se salir. Sa vengeance serait de survivre, de disparaître de son monde, de devenir si entière, si calme, si inaccessible, qu'un jour son absence lui pèserait plus lourd que sa présence ne l'avait jamais fait. Les semaines qui suivirent furent difficiles. Elle travaillait dans une petite librairie du quartier, entre les rayons d'ouvrages poussiéreux et les clients pressés. Le matin, elle avalait des biscuits secs pour calmer les nausées. Le soir, elle comptait ses pièces devant un carnet à spirale. Chaque dépense devenait une décision. Le lait ou les vitamines. Le chauffage ou les fruits. Un manteau pour l'hiver ou une consultation supplémentaire. Personne ne savait. Sa mère vivait loin, dans une maison de campagne où le téléphone captait mal. Ses amis s'étaient dispersés au fil des années.
comme si le mariage l'avait doucement rendu invisible. Quant à Martin, il ne donna plus signe de vie après le divorce. Pas un message, pas une question, pas même une fausse inquiétude. Claire avait parfois envie de hurler son nom dans la nuit. Elle posait alors une main sur son ventre encore plat et respirait lentement. Nous deux, on va apprendre à respirer autrement, murmurait-elle. À la librairie, le vieux propriétaire, Monsieur Garnier, remarqua sa fatigue. C'était un homme discret, avec des lunettes épaisses et des gestes lents. Il ne posait jamais de questions inutiles. Un matin, il déposa une chaise derrière le comptoir. Les livres ne se vexeront pas si vous vous asseyez, dit-il simplement. Claire baissa les yeux. Cette gentillesse minuscule faillit la faire pleurer plus sûrement que toutes les insultes de Martin. Au fil des mois, son ventre s'arrondit. Elle acheta des robes amples dans une friperie. Apprit à dormir sur le côté. À parler doucement au bébé quand la peur devenait trop grande. Elle découvrit aussi une force étrange, née de l'épuisement. Chaque jour, elle faisait ce qu'il fallait. Elle ouvrait les volets. Elle allait travailler. Elle mangeait même sans faim. Elle notait des prénoms sur des bouts de papier. Un soir d'automne, alors qu'elle rangeait des cartons de livres dans l'arrière-boutique, elle tomba sur un ancien carnet à dessin. La couverture était tachée, les pages jaunies. Elle l'ouvrit sans y penser. Ses doigts retrouvèrent un geste oublié. Elle dessina d'abord une tasse de thé, puis la courbe d'une main, puis un visage de femme aux yeux fatigués, mais droit. Ce visage ressemblait au sien, sans lui appartenir tout à fait. À partir de ce jour, elle dessina chaque nuit, des cartes, des couvertures, des portraits. Monsieur Garnier les vit un matin près de la caisse. Il les observa longtemps, en silence. Vous avez quelque chose dans les mains, Claire, quelque chose qu'on ne vole pas. Cette phrase resta en elle comme une braise. L'enfant naquit au début du printemps, dans une chambre d'hôpital trop blanche. Claire souffrit pendant des heures, seule, les cheveux collés au front, les mains agrippées au drap. Quand le premier cri du bébé traversa la pièce, elle sentit son ancienne vie se détacher d'elle pour de bon. C'était une fille. Claire l'appela Rose. Rose avait les poings minuscules, les cils noirs, et une bouche qui tremblait quand elle cherchait le lait. En la tenant contre elle, Claire comprit que l'amour pouvait être une douleur douce, une blessure qui ne détruit pas, mais qui oblige à grandir autour d'elle. Les nuits furent courtes, les journées, interminables. Claire apprit à bercer Rose d'un bras en emballant des commandes de livres de l'autre. Elle apprit à répondre aux clients avec un sourire, même après avoir dormi 2 heures. Elle apprit à ne plus attendre que quelqu'un vienne la sauver. Parfois, dans le bus, elle croisait des couples qui riaient ensemble. Son cœur se serrait, mais moins qu'avant. La colère avait changé de forme. Elle n'était plus un feu qui brûlait tout. Elle était devenue une lampe intérieure. Petite mais tenace. Un an passa, puis un autre. Claire créa des illustrations pour la librairie. D'abord quelques affiches, puis des cartes postales, puis des couvertures pour de petits éditeurs qui aimaient son style délicat. Ses couleurs tendres et ses silhouettes pleines de mélancolie. Son nom commença à circuler doucement. Elle loua un atelier minuscule au-dessus d'une boulangerie. Le matin, l'odeur du pain chaud montait par le plancher. Rose dessinait à côté d'elle avec des crayons trop grands pour ses doigts. Elle vivait simplement, mais chaque objet autour d'elle avait été choisi avec courage. Claire ne parlait jamais de Martin à sa fille. Pas encore. Elle gardait son prénom dans une partie fermée de son cœur, comme une pièce où l'on n'entre qu'avec une lampe. Elle ne le chercha pas non plus. Elle ne regarda pas ses photos. Elle ne demanda pas de nouvelles. Mais la vie, elle, avait sa manière de préparer les rencontres. 3 ans après le divorce, Claire reçut une invitation pour exposer ses illustrations lors d'un salon littéraire dans un grand hôtel parisien. Elle relut le courriel plusieurs fois. Assise à la petite table de la cuisine, Rose mangeait une tartine de confiture en chantonnant. « Maman, pourquoi tu souris comme quand il y a du soleil dans la maison ?» Claire rit doucement et essuya une trace rouge au coin de la bouche de sa fille. « Parce que parfois, ma chérie, la vie se souvient de nous. » Le jour du salon, Claire portait une robe noire simple, des boucles d'oreilles dorées et un manteau crème. Ses cheveux étaient attachés bas. Son maquillage léger. Elle n'avait pas l'air d'une femme qui voulait impressionner le monde. Elle avait l'air d'une femme qui n'avait plus besoin de permission pour exister. Rose marchait près d'elle, serrant un petit ours contre sa poitrine. Elle portait une robe bleue et des chaussures vernies. Ses yeux curieux observaient les lustres, les tapis épais, les bouquets énormes disposés dans le hall. Claire installa ses œuvres dans une salle lumineuse. Les visiteurs s'arrêtèrent devant ses dessins. Certains murmuraient, d'autres demandaient des cartes. Un éditeur la félicita pour la douceur triste de ses personnages. Puis, en fin d'après-midi, alors qu'elle aidait Rose à remettre son manteau, Claire entendit une voix derrière elle. « Claire ?» Son corps se figea avant même qu'elle ne se retourne. Martin se tenait à quelques pas. Il portait un costume sombre, plus cher que nécessaire, mais son visage avait perdu quelque chose. Sa confiance semblait usée sur les bords. À côté de lui, Élodie regardait la salle avec impatience, les bras croisés,
Un diamant froid à son doigt. Le regard de Martin glissa de Claire à Rose. Il pâlit. Rose leva les yeux vers cet inconnu qui la fixait comme s'il venait de voir un fantôme. Claire posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille. Elle sentit son cœur battre fort. Mais son visage resta calme. Martin ouvrit la bouche. Aucun mot ne sortit. Dans ce silence, Claire comprit que sa vengeance venait de commencer sans qu'elle ait eu besoin de lever la main. « C'est ta fille ?» La voix de Martin était plus basse qu'autrefois. Elle n'avait plus cette assurance lisse qui avait tant blessé Claire. Elle tremblait à peine, mais Claire l'entendit. Rose serra plus fort son ours contre elle et se rapprocha de sa mère. Elle avait cette intuition des enfants qui sentent les tempêtes avant que les adultes ne les nomment. Claire posa une main douce dans ses cheveux. « C'est ma fille », répondit-elle. Le mot tomba entre eux comme une porte qu'on ferme. Martin cligna des yeux. Son regard cherchait dans le visage de Rose des preuves qu'il n'osait pas demander. La forme du menton, la ligne des sourcils, cette petite fossette qui apparaissait quand elle pinçait les lèvres. Il les connaissait, il les portait lui-même depuis l'enfance. Élodie comprit avant qu'il ne parle. Son visage se durcit d'un seul coup. La beauté lisse qu'elle affichait en société se fissura, laissant passer une jalousie froide, rapide, presque animale. « Martin, on y va ?» lança-t-elle. Il ne répondit pas. Claire le regardait sans haine apparente. C'était cela qui le troubla le plus. Il avait imaginé, s'il la croisait un jour, des reproches, des larmes, peut-être une colère enfin sortie de sa cage. Mais elle se tenait droite devant lui, calme, élégante, avec une petite fille à ses côtés et un nom imprimé sur les affiches du salon. Il avait effacé Claire de sa vie en pensant qu'elle disparaîtrait. Elle était revenue comme une vérité. « Quel âge a-t-elle » demanda-t-il. Claire sentit son souffle se suspendre. Mais sa voix resta stable. 3 ans. Le visage de Martin se vida de sa couleur. Élodie eut un petit rire sec. Quelle coïncidence. Claire tourna lentement les yeux vers elle. Il n'y avait dans son regard ni provocation ni peur. Seulement une fatigue ancienne, parfaitement tenue. La vie est pleine de coïncidences quand on refuse de regarder les conséquences. Le silence qui suivit fut si net que même le brouhaha du salon sembla s'éloigner. Martin baissa les yeux. Ses doigts se crispèrent sur le carton d'invitation qu'il tenait encore. Il se souvenait soudain de ce jour au tribunal. De Claire pâle, de son départ précipité vers les toilettes, de son propre soulagement égoïste. Il avait cru qu'elle souffrait seulement de la séparation. Il avait signé sa liberté pendant qu'elle portait son enfant. Rose tira doucement sur la manche de sa mère. « Maman, c'est qui le monsieur ?» La question traversa Claire comme une lame fine. Elle s'était préparée à beaucoup de choses, mais pas à cette innocence posée au milieu d'un hôtel rempli d'inconnus. Martin fit un pas, presque malgré lui. Claire recula à peine, assez pour que le geste soit compris. « Un ancien ami », dit-elle. Martin reçut ces mots comme une gifle silencieuse. Un ancien ami, rien de plus, pas un mari, pas un père, pas même un fantôme digne d'être nommé. Rose hocha la tête, satisfaite par cette réponse simple, puis observa les dessins accrochés au panneau. Elle n'avait pas l'âge de comprendre les blessures des adultes, mais elle sentait que sa mère venait de se transformer en mur. Élodie posa une main possessive sur le bras de Martin. « On a un rendez-vous », rappela-t-elle entre ses dents. Cette fois, Martin la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas d'amour. Seulement une irritation lasse. Claire reconnut cette expression. Elle l'avait vue 1000 fois à table. Quand elle parlait trop doucement ou quand le dîner était tiède. Élodie était devenue à son tour la femme qu'il trouvait encombrante. Cette pensée n'apporta aucune joie à Claire. Seulement une étrange paix. « Claire, il faut qu'on parle », dit Martin. « Non. » Le mot sortit sans violence. Il fut plus solide qu'un cri. Martin resta immobile. Autour d'eux, des visiteurs passaient, ralentissaient devant les illustrations, prenaient des brochures. La vie continuait avec son indifférence habituelle. Comme si un homme ne venait pas de découvrir qu'il avait abandonné sa propre fille. « Je ne savais pas », murmura-t-il. Claire sentit enfin une brûlure monter dans sa poitrine. Pas assez pour crier, juste assez pour que ses doigts tremblent légèrement sur l'épaule de Rose. « Tu n'as pas cherché à savoir. » Il ouvrit la bouche, puis la referma. C'était vrai, il n'avait pas appelé, il n'avait pas demandé si elle avait retrouvé un logement. Il n'avait pas voulu connaître ses nuits, ses factures, son silence. Il avait préféré croire qu'une femme quittée rangeait sa douleur comme on range un vieux manteau. Élodie le tira plus fermement. « Martin, tu ne vas pas faire une scène ici. » Claire eut un sourire presque imperceptible. « Non, Élodie, il n'y aura pas de scène. Il n'y en a jamais eu. » Cette phrase atteignit Martin plus profondément que toutes les accusations possibles. Il revit les soirs où Claire attendait son retour avec un plat couvert d'une assiette pour garder la chaleur. Les matins où elle repassait ses chemises sans poser de questions. Les anniversaires oubliés qu'elle transformait en plaisanteries pour ne pas l'embarrasser.
L'humiliation de Claire avait toujours été muette. Et parce qu'elle n'avait pas fait de bruit, il l'avait prise pour de la faiblesse. Rose s'impatienta. Maman, on rentre, j'ai faim. Claire se pencha vers elle. Oui, mon cœur, on va prendre une soupe chaude. Elle rassembla ses cartes, ferma sa boîte de crayons et salua l'éditrice qui venait la féliciter une dernière fois. Ses gestes étaient simples, précis, presque ordinaires. Martin la regardait comme on regarde quelqu'un monter dans un train que l'on ne peut plus rattraper. Quand Claire passa près de lui, il murmura. Elle s'appelle comment? Claire s'arrêta. Rose leva les yeux vers sa mère, puis vers Martin. Je m'appelle Rose, répondit-elle elle-même, comme la fleur, mais maman dit que les roses savent aussi piquer quand il faut. Un frisson traversa le visage de Martin. Claire ne put empêcher une tendresse douloureuse d'adoucir ses traits. Viens, ma chérie. Elles partirent vers le hall, main dans la main. Martin resta seul au milieu de la salle, malgré Élodie à son bras. Il venait de comprendre une chose simple et terrible. Claire ne l'avait pas puni en lui cachant Rose par cruauté. Elle avait seulement cessé de courir après lui. Et cette absence de poursuite était devenue la plus dure des sentences. Dans le taxi du retour, Rose s'endormit contre la vitre, son ours coincé sous le menton. Les lumières de Paris glissaient sur son visage comme des reflets d'eau. Claire la regarda longtemps. Elle aurait voulu se sentir victorieuse. Elle ne ressentait qu'un épuisement profond, mêlé à une peur qu'elle croyait avoir enterrée. Martin avait vu Rose. Rien ne serait plus tout à fait comme avant. Le téléphone vibra dans son sac avant même qu'elle n'arrive chez elle. Un message. Claire reconnut le numéro. Elle l'avait supprimé, mais sa mémoire, elle, ne supprimait rien. Je dois te voir, je t'en supplie. Elle fixa l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Chez elle, l'appartement sentait la lessive, le bois sec et les crayons de couleur. Elle coucha Rose, lui retira ses chaussures vernies, puis resta assise au bord du lit. Sa fille dormait la bouche entr'ouverte. Paisible, protégée encore de toutes les vérités qui attendaient derrière la porte. Claire passa une main sur son front. Je ne laisserai personne te prendre ta lumière, murmura-t-elle. Dans la cuisine, elle se servit un verre d'eau. Dehors, la pluie commençait à tomber, fine et régulière, le même bruit qu'au soir où elle avait découvert sa grossesse. Son téléphone vibra encore. Puis encore. Martin écrivait comme un homme qui venait de tomber dans le vide. Je ne savais pas. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Claire, réponds-moi. Je veux la connaître. Elle posa le téléphone face contre table. Pendant 3 ans, elle avait rêvé parfois qu'il demande pardon. Dans ses rêves, elle pleurait, elle criait, elle lui montrait les nuits blanches, les échographies solitaires, les vêtements de bébé achetés pièce par pièce. Mais maintenant que ces messages existaient vraiment, elle ne trouvait plus en elle le besoin de tout raconter. La vengeance silencieuse avait ceci de cruel qu'elle n'avait pas besoin d'être expliquée. Le lendemain matin, Claire emmena Rose à l'école. Le ciel était gris, les trottoirs humides. Rose sautait par-dessus les flaques avec sérieux, comme si chaque flaque était une épreuve importante. Maman, l'ancien ami, il était triste? Claire serra plus fort sa petite main. Je crois qu'il a compris quelque chose trop tard. Comme quand je casse un biscuit et que je veux le remettre entier? Claire eut un rire doux, presque brisé. Oui, un peu comme ça. Rose réfléchit. Mais on peut quand même le manger. Claire s'arrêta un instant devant la grille de l'école. Cette phrase d'enfant, si simple, remua quelque chose en elle. Peut-être que les choses cassées ne redevenaient jamais entières. Mais elles pouvaient encore nourrir une vie différente. Elle embrassa Rose sur les 2 joues et la regarda courir vers sa maîtresse. Quand elle se retourna, Martin était de l'autre côté de la rue. Il portait un manteau sombre, les cheveux légèrement défaits, comme s'il n'avait pas dormi. Il n'approcha pas, il avait enfin compris qu'il n'avait plus le droit d'entrer dans sa vie sans permission. Claire resta immobile. Il leva une main, pas pour saluer, plutôt pour demander grâce. Elle traversa lentement, sans hâte. Chaque pas faisait remonter des souvenirs. Le parquet de leur ancien appartement. Les reproches murmurés, les dimanches de solitude, la main d'Élodie sur son bras devant le tribunal. Quand elle arriva devant lui, Martin avait les yeux rouges. J'ai passé la nuit à penser à elle, dit-il, à toi, à ce que j'ai fait. Claire ne répondit pas. Je sais que je n'ai aucun droit, mais je veux réparer. Le mot réparer lui fit presque mal. Tu ne répares pas une naissance manquée. Martin, tu ne répares pas 3 ans d'absence avec une nuit de regret. Il baissa la tête. Dis-moi ce que je peux faire. Claire le regarda longtemps. Elle vit l'homme qu'elle avait aimé, puis celui qui l'avait humilié, puis celui qui découvrait enfin le poids de ses choix. Elle ne savait pas encore lequel était le vrai. Peut-être tous à la fois. Pour l'instant, rien. Il releva les yeux, paniqué. Claire, tu vas apprendre à attendre, dit-elle, sans exiger, sans te plaindre, sans transformer ta culpabilité en urgence pour moi. Il resta muet. Pendant 3 ans,
Rose a grandi sans toi parce que tu avais choisi de ne plus voir ce qui ne servait pas ton bonheur. Maintenant, si tu veux entrer dans sa vie, tu commenceras par respecter la mienne. Martin hocha la tête lentement. Une larme glissa sur sa joue. Discrète, presque honteuse. Claire n'eut pas envie de l'essuyer. De l'autre côté de la rue, dans une voiture noire arrêtée près du trottoir, Élodie observait la scène. Son visage était fermé, ses ongles rouges tapaient nerveusement contre le volant. Elle comprit, ce matin-là, que la vraie rivale n'était pas Claire. C'était le regret. La voiture d'Élodie resta immobile longtemps après le départ de Claire. À travers le pare-brise mouillé, elle regardait Martin marcher seul sur le trottoir, les épaules basses, comme un homme qui venait de perdre une guerre dont il ignorait l'existence. Elle serrait le volant si fort que ses jointures blanchissaient. 3 ans plus tôt, elle avait cru voler un homme à une épouse fanée. Ce matin-là, elle comprit qu'elle n'avait récolté qu'un homme hanté. Martin monta dans la voiture sans parler. L'habitacle sentait le cuir neuf et le parfum coûteux d'Élodie. D'ordinaire, cette odeur lui plaisait. Ce jour-là, elle lui donna la nausée. Alors, demanda-t-elle, tu as supplié assez fort? Il tourna lentement la tête vers elle. Ne commence pas. Élodie eut un sourire coupant. C'est drôle, quand j'étais celle que tu regardais en secret. Tu aimais que je commence. Tu aimais mes colères, mes caprices, mes robes trop courtes, mes messages au milieu de tes dîners avec elle. Martin ferma les yeux une seconde. Chaque mot réveillait une honte qu'il n'avait jamais accepté de regarder en face. Rose n'a rien demandé, dit-il. Moi non plus, je n'ai rien demandé. Cette phrase resta suspendue entre eux. Fausse et vraie à la fois. Élodie avait demandé beaucoup de choses. Des week-ends volés, des promesses, une place officielle dans sa vie, la disparition de Claire comme preuve d'amour. Mais elle n'avait pas demandé à devenir la femme assise à côté d'un homme qui regrettait une autre. Martin descendit de voiture avant qu'elle ne redémarre. Il claqua la portière moins fort qu'il en avait envie, puis marcha sans se retourner. Dans l'appartement de Claire, la journée avançait avec sa douceur ordinaire. Il y avait des miettes de pain sur la table, une chaussette d'enfant sous une chaise, des pinceaux qui trempaient dans un verre d'eau trouble. Rose dessinait un soleil violet en tirant la langue de concentration. Claire préparait une soupe de poireaux. Le couteau glissait sur la planche avec un bruit régulier. Ce bruit l'apaisait. Il lui rappelait que la vie se reconstruit souvent dans les gestes les plus simples. Pourtant, elle sentait encore le regard de Martin sur elle devant l'école. Il n'avait pas insisté. C'était nouveau. Autrefois, Martin confondait toujours son désir avec une urgence. Son regret avec une raison suffisante. Sa jalousie avec une preuve d'amour. Claire avait trop longtemps plié devant ces tempêtes pour préserver le calme de la maison. Cette fois, elle ne plierait pas. Le soir, après le bain de Rose, son téléphone vibra. Claire lut le message dans le silence de la cuisine. Je veux juste savoir si elle aime les histoires avant de dormir. Elle resta immobile, une serviette humide dans les mains. La question était simple, elle aurait pu sembler tendre, mais elle ouvrait en elle une porte pleine de nuits anciennes. Rose aimait les histoires parce que Claire en avait inventé quand elle n'avait pas d'argent pour acheter de nouveaux livres. Rose aimait les histoires parce que certaines nuits, quand la fièvre montait, Claire parlait jusqu'à l'aube pour couvrir sa propre peur. Rose aimait les histoires parce que sa mère avait appris à transformer l'abandon en conte doux. Claire répondit après un long moment. Oui. Un seul mot. Martin fixa ce mot pendant de longues minutes dans son appartement silencieux. Élodie n'était pas rentrée. Sur la table basse, 2 verres de la veille restaient abandonnés. Dans la baie vitrée, son reflet lui parut étranger. Il avait voulu la liberté. Il avait obtenu le vide. Les jours suivants, Martin écrivit peu. Une question par jour, jamais plus. Il demanda si Rose aimait la musique. Si elle avait peur du noir. Si elle préférait la confiture de fraises ou celle d'abricot. Claire répondait parfois avec 3 mots. Parfois avec un seul. Parfois pas du tout. Chaque réponse devenait pour lui un fragment de vie qu'il avait manqué. Rose aime les escargots après la pluie. Rose déteste les petits pois. Rose rit quand on éternue. Rose garde les cailloux dans ses poches parce qu'elle pense qu'ils ont froid. Un soir, Martin pleura seul en lisant cette dernière phrase. Élodie revint tard, ses talons claquant dans l'entrée. Elle le trouva assis dans la pénombre, le téléphone à la main. Elle comprit avant même de voir l'écran. Encore elle. Je lis des nouvelles de ma fille. Ta fille, répéta-t-elle avec amertume, comme si ce mot suffisait à faire de toi un père. Martin releva la tête. La phrase était cruelle, mais elle touchait juste. Il n'eut pas la force de se défendre. Élodie aurait voulu qu'il crie. Elle aurait voulu une scène. Un éclat. Quelque chose qui prouve qu'elle comptait encore assez pour le mettre en colère. Mais Martin était ailleurs. Son silence l'humiliait plus sûrement qu'une insulte. Alors sa jalousie prit une forme plus dangereuse. Le lendemain, Claire trouva un message inconnu sur sa page professionnelle. Il n'y avait pas de nom. Seulement quelques phrases sèches.
On l'accusait de construire sa carrière sur une image de mère courage. On insinuait qu'elle avait volontairement caché un enfant pour manipuler un homme marié. On ajoutait que certaines femmes savaient très bien pleurer quand cela les arrangeait. Claire lut le message 2 fois. Son cœur battit plus vite. Mais son visage resta calme. Elle posa le téléphone, lava une tasse, essuya le plan de travail. Puis revint s'asseoir. Autrefois, une telle attaque l'aurait brisée pour la journée. Maintenant, elle reconnaissait l'odeur de la peur chez les autres. Ce message venait d'une femme qui perdait le contrôle. Claire ne répondit pas. Elle supprima le commentaire, bloqua le compte et retourna à son dessin. Sa main trembla au début. Puis le trait retrouva sa précision. Sur la feuille apparut une femme debout sous la pluie, tenant un parapluie trop petit pour elle et son enfant, mais souriant malgré tout. À la librairie, Monsieur Garnier observa le dessin. Celui-ci est différent. En bien ou en mal? En vrai. Claire sourit faiblement. C'est plus difficile. Oui, dit-il, mais c'est ce qui reste. Il déposa ensuite une enveloppe sur le comptoir. À l'intérieur, il y avait une proposition d'un grand éditeur jeunesse. Une collection entière à illustrer. Des mois de travail. Un vrai contrat. Une somme qui permettrait à Claire de respirer plus largement. Peut-être de quitter l'appartement trop étroit. Peut-être d'offrir à Rose une chambre avec une fenêtre sur les arbres. Claire lut la lettre sans parler. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais cette fois elle ne venait pas de la douleur. Elle venait de cette fatigue heureuse qui suit les longues traversées. Pendant un instant, elle revit la femme assise par terre avec 3 tests de grossesse devant elle. Elle aurait voulu lui dire de tenir bon. Le soir même, elle acheta un petit gâteau au chocolat. Rose tapa des mains en le voyant. C'est mon anniversaire? Non, mon cœur. C'est un jour où maman a gagné une petite bataille. Contre un dragon? Claire pensa à Martin, à Élodie, aux factures, aux nuits blanches, à elle-même surtout. Contre plusieurs dragons. Elles mangèrent le gâteau assises sur le tapis, sans assiette, en riant des miettes qui tombaient partout. Ce bonheur simple aurait paru pauvre à certains. Pour Claire, il avait le goût d'un royaume. Pendant ce temps, Martin attendait devant l'immeuble sans oser monter. Il avait dans les mains un livre pour enfants, enveloppé dans du papier brun. Il l'avait choisi pendant 1 heure, incapable de savoir ce qu'une petite fille de 3 ans pouvait aimer. Chaque couverture lui rappelait son absence. Chaque rayon semblait lui murmurer qu'il arrivait trop tard. Quand Claire sortit pour descendre la poubelle, elle le vit sous le porche. La lumière jaune de l'entrée tombait sur son visage fatigué. Je t'avais dit d'attendre, Martin. Je sais, je ne voulais pas l'avoir sans ton accord. Je voulais seulement déposer ça. Il tendit le paquet. Claire ne le prit pas tout de suite. Les cadeaux ne remplacent pas la confiance. Je ne cherche pas à acheter quoi que ce soit. Tu ne sais pas encore ce que tu cherches. Il baissa les yeux vers le livre. Peut-être que je cherche à ne plus me détester autant. Cette phrase fissura quelque chose dans l'air. Claire sentit une ancienne tendresse bouger au fond d'elle. Faible, dangereuse, elle la reconnut et la laissa passer sans s'y accrocher. Ce n'est pas à Rose de te guérir, dit-elle. Martin acquiesça lentement. Je sais. Et ce n'est plus à moi non plus. Il ferma les yeux, comme si chaque mot s'enfonçait en lui avec justesse. Claire prit finalement le paquet. Je déciderai si je le lui donne. Merci. Il recula d'un pas, pour la première fois depuis longtemps. Il ne chercha pas à gagner la conversation. Il accepta simplement de perdre. À l'étage, Rose dormait déjà. Claire posa le livre sur la table et resta un moment à le regarder. Sur la couverture, une petite renarde suivait des étoiles dans une forêt sombre. Le choix était maladroitement parfait. Claire ouvrit la première page. Il n'y avait pas de dédicace. Seulement un marque-page glissé à l'intérieur. Avec quelques mots écrits de la main de Martin. Pour Rose, si un jour sa maman accepte. Claire relut la phrase. Elle aurait voulu y trouver de l'arrogance. Elle n'y trouva qu'une prudence triste. Son téléphone vibra presque aussitôt. Ce n'était pas Martin. Un nouveau message apparut, envoyé depuis un numéro inconnu. Tu crois avoir gagné parce qu'il pleure devant ta porte. Mais les hommes comme lui finissent toujours par revenir vers celles qui savent les rendre vivants. Claire regarda l'écran sans ciller. Puis un deuxième message arriva. Fais attention à ce que ta fille entende sur sa mère. La cuisine sembla soudain plus froide. Dans la chambre, Rose remua dans son sommeil et appela doucement. Maman? Claire éteignit le téléphone, entra dans la chambre et s'allongea près d'elle. Sa fille se blottit aussitôt contre son épaule. Claire fixa le plafond dans le noir. Elle n'avait pas peur d'Élodie. Mais elle connaissait trop bien la violence des femmes qui se sentent remplacées. Elle savait que certaines humiliations cherchent une victime plus fragile pour se venger de leur propre douleur. Et cette fois, la fragilité avait le visage de Rose. Le lendemain matin, Claire prit une décision. Elle n'irait pas se cacher. Elle n'irait pas supplier Martin de contrôler Élodie. Elle ne ferait pas de scène. Ne menacerait personne.
ne descendrait pas dans la boue où on l'attendait. Elle allait continuer à grandir. Mais désormais, son silence aurait des limites. Claire accepta le contrat de l'éditeur le matin même. Elle signait les documents sur la petite table de la cuisine, pendant que Rose alignait des coquillettes crues en forme de château. Le soleil entrait par la fenêtre en très pâle. Tout semblait ordinaire, et pourtant Claire sentait que sa vie venait encore de tourner sans bruit. Elle ne parla à personne des messages d'Élodie. Pas tout de suite, elle les copia simplement dans un carnet, avec la date écrite en toutes lettres, puis rangea le carnet dans un tiroir fermé. Ce n'était pas une plainte, ce n'était pas une guerre. C'était une frontière. Le soir, Martin lui envoya un message. « Je peux te voir quelques minutes. Sans Rose, c'est important. » Claire hésita longtemps. Elle regarda sa fille endormie sur le canapé. Un livre ouvert sur le ventre. Les joues roses de fatigue. Puis elle répondit. « Demain, à la librairie, après la fermeture. » Le lendemain, la pluie tomba toute la journée sur les vitrines. Les passants entraient dans la boutique avec des parapluies dégoulinants, secouant le froid sur le paillasson. Claire vendit des romans, recommanda des albums pour enfants, emballa des cadeaux avec un ruban de papier craft. À chaque geste, elle se répétait qu'elle n'était plus la femme du tribunal. Quand Martin entra, la librairie venait de fermer. Monsieur Garnier était parti chercher du thé dans l'arrière-boutique, laissant volontairement la porte entr'ouverte. Claire lui en fut reconnaissante. Martin resta près de l'entrée, comme s'il craignait de salir l'endroit. « Merci d'avoir accepté. Parle. » Il inspira profondément. « J'ai quitté Élodie. » Claire ne bougea pas. Elle aurait pu ressentir une satisfaction immédiate, une victoire brillante et chaude. Mais ce qu'elle ressentit fut plus trouble. Une vieille page tournée ne redevient pas blanche parce que quelqu'un ferme un autre livre. « Ce n'est pas mon affaire, » répondit-elle. Martin encaissa la phrase. « Je sais, je ne te dis pas ça pour que tu me reprennes. Je ne mérite pas cette pensée. Je te le dis parce que je ne veux plus mentir autour de Rose. Même à distance. » Claire baissa les yeux vers le comptoir. Ses doigts suivirent le bord usé du bois. « Élodie m'a envoyé des menaces. » Martin pâlit. « Quoi ?» Claire sortit son carnet, l'ouvrit, puis le poussa vers lui. Il lut les phrases une à une. À mesure que ses yeux descendaient, son visage se fermait. Quand il releva la tête, il avait l'air plus honteux que furieux. « Je suis désolé. Ta désolation ne me protège pas. Je vais lui parler. » « Non. » Le mot fut sec, immédiat. Martin se tut. « Tu vas rester loin de ses colères et loin des miennes. Tu ne vas pas transformer ça en duel d'ego. Si elle recommence, je prendrai les mesures nécessaires. Mais je ne veux pas d'une scène où Rose deviendrait le centre d'une bataille entre adultes blessés. » Il hocha la tête, lentement. « D'accord. » Claire le regarda avec attention. Pour la première fois, Martin semblait écouter sans préparer sa défense. C'était presque plus douloureux que ses anciennes cruautés. Elle se demanda combien de souffrances auraient été évitées s'il avait appris ce silence plus tôt. « Tu veux connaître Rose, » dit-elle. « Alors commence par comprendre une chose. Elle n'est pas le remède à ton regret. Elle n'est pas la preuve que tu peux devenir meilleur. C'est une enfant. Elle aime les histoires, les cailloux, la soupe avec des croûtons. Et elle pleure quand une fleur se casse. » Martin baissa les yeux. « Je veux apprendre. » « Tu apprendras de loin, d'abord. » Il releva la tête, et Claire vit passer dans ses yeux la douleur d'un homme qui espérait davantage. Mais il ne protesta pas. « Comment ? » « Une lettre, une seule, pour moi, pas pour elle. Tu m'écris ce que tu veux lui offrir dans sa vie, sans te plaindre de ce que tu as perdu, sans parler de tes remords comme d'un fardeau qu'elle devrait porter. Si je sens que c'est juste, alors peut-être que je lui dirai un jour qui tu es. » La gorge de Martin se serra. « Tu ne lui as jamais dit ? Je lui ai donné une enfance tranquille. C'était plus urgent que ton nom. » Cette fois, il pleura sans se cacher. Claire ne détourna pas les yeux. Elle ne le consola pas non plus. Elle avait déjà donné trop d'années à adoucir les chutes de celui qui l'avait poussée. Dans l'arrière-boutique, la bouilloire siffla doucement. Ce bruit simple ramena la pièce sur terre. Martin essuya son visage. « Je t'écrirai. Alors écrivrai. » Il partit sous la pluie, sans se retourner. Les semaines qui suivirent furent étrangement calmes. Élodie ne réécrivit plus. Martin n'apparut plus devant l'école. Claire travaillait sur la collection jeunesse avec une concentration nouvelle. Elle dessinait des forêts, des maisons éclairées, des enfants qui traversaient la nuit avec une lanterne à la main. Rose grandissait dans ce décor de papier et de crayon. Elle posait 1000 questions sur tout. Pourquoi les nuages ne tombent pas ? Pourquoi les adultes boivent du café quand c'est amer ? Pourquoi certains papas viennent à l'école et d'autres non ? Cette dernière question arriva un mercredi matin, pendant que Claire lui attachait les cheveux. Le peigne s'arrêta. Rose regardait leur reflet dans le miroir avec sérieux. « Mon papa, il est dans une autre ville ?» Claire sentit le monde devenir très silencieux. Elle s'accroupit devant sa fille. « Ton papa est vivant, Rose,
Il a été absent parce que les adultes font parfois de très mauvais choix. Mais son absence n'a jamais été de ta faute. Rose fronça les sourcils. Il sait que j'existe? Claire sentit une larme monter. Mais elle resta ferme. Maintenant, oui. Et avant? Claire prit ses petites mains. Avant, il ne savait pas. Moi, je t'ai protégée comme j'ai pu. J'attendais que tu sois assez grande pour entendre les choses doucement. Rose réfléchit longtemps, puis elle posa la question qui brisa presque Claire. Il m'aime quand même? Claire l'attira contre elle. Je crois qu'il apprend à t'aimer. Et moi, je t'aime depuis la première seconde. Rose resta blottie contre elle. Puis, avec la logique tendre des enfants, elle murmura. Alors il est en retard. Claire rit en pleurant. Oui, mon cœur, très en retard. La lettre arriva quelques jours plus tard. Une enveloppe blanche, sans parfum, sans élégance excessive. Claire l'ouvrit seule, après avoir couché Rose. Martin avait écrit 3 pages. Pas de grandes phrases, pas de promesses impossibles. Il parlait d'absence, de lâcheté, de la manière dont il avait confondu admiration et désir. Jalousie et amour, confort et bonheur. Il ne demandait pas pardon à Rose. Il disait qu'un pardon ne se réclamait pas. Qu'il se méritait peut-être par des années de patience. Claire lut la lettre 2 fois. Puis elle la posa dans la boîte où elle gardait le bracelet de naissance de Rose. Sa première mèche de cheveux et les petits dessins de ses débuts. Elle sut alors qu'un jour, pas tout de suite, elle la lui donnerait. Le printemps revint. La collection illustrée de Claire parut en librairie. La première séance de dédicace eut lieu dans une grande salle claire. Remplie de familles, d'enfants bruyants, de bouquets et de piles de livres. Rose portait une robe jaune et distribuait des marque-pages avec un sérieux magnifique. Monsieur Garnier se tenait près du buffet, les yeux brillants. Vous voyez, dit-il à Claire, les livres ne se vexent jamais quand on met du temps à arriver. Claire sourit. En fin d'après-midi, Martin entra. Il n'était pas venu seul. Il tenait seulement un petit bouquet de fleurs sauvages. Sans ruban brillant, il resta près de la porte, attendant que Claire le voie. Quand leurs regards se croisèrent, il ne fit aucun geste vers Rose. Il attendit. Claire sentit son cœur se serrer. Mais pas de peur, elle appela doucement sa fille. Rose, il y a quelqu'un que tu peux rencontrer. Si tu veux. Rose leva les yeux. Elle reconnut l'ancien ami de l'hôtel. Elle regarda sa mère d'abord, cherchant dans son visage la permission d'être curieuse. Claire hocha la tête. Martin s'agenouilla pour être à sa hauteur. Sa voix trembla. Bonjour, Rose. La petite fille observa les fleurs. Elles sont pour moi? Oui, mais seulement si tu les veux. Rose prit le bouquet, le sentit, puis déclara. Elles ont l'air un peu fatiguées. Martin eut un rire mouillé. Moi aussi. Claire détourna les yeux une seconde. Rose le regarda plus attentivement. Maman dit que tu es en retard. Martin baissa la tête. Ta maman a raison. Tu sais lire les histoires? Je peux apprendre celle que tu préfères. Rose sembla trouver cette réponse acceptable. Alors pas trop vite. Moi, je n'aime pas quand les adultes sautent les pages. Martin ferma les yeux un instant, comme si cette phrase venait de lui enseigner toute une vie. Je ne sauterai plus les pages. Claire sentit quelque chose se relâcher en elle. Pas une réconciliation, pas un retour, juste un nœud qui acceptait enfin de ne plus l'étrangler. À travers la vitre de la salle, elle aperçut un instant une silhouette de femme de l'autre côté de la rue. Élodie, elle ne cria pas, elle ne traversa pas, elle regarda Martin à genoux devant une petite fille qui tenait des fleurs sauvages. Puis elle tourna les talons. Il n'y eut pas de triomphe. Claire comprit alors que la vie ne récompense pas toujours les bons, ni ne punit toujours les mauvais avec fracas. Parfois, elle se contente de montrer à chacun ce qu'il a perdu. Et cela suffit. Les mois passèrent. Martin entra dans la vie de Rose comme on entre dans une maison sacrée. En retirant ses chaussures devant la porte. D'abord une histoire à la librairie. Puis une promenade au parc. Avec Claire assise sur un banc non loin. Puis un goûter. Puis des dimanches prudents, construits avec des mots simples et des règles claires. Rose ne l'appela pas papa tout de suite. Elle l'appela Martin pendant longtemps. Et Martin accepta. Ce fut peut-être la première vraie preuve de son changement. Il ne força rien, il ne réclama aucun titre. Il apprit à porter un sac d'école, à couper les raisins en 2, à attendre qu'une enfant choisisse elle-même la distance qui la rassure. Claire, elle, continua sa route. Elle déménagea dans un appartement plus lumineux, avec une vraie chambre pour Rose et un coin atelier près d'une grande fenêtre. Les matins sentaient le pain grillé, la peinture et les lessives propres. Certains soirs, la solitude venait encore s'asseoir près d'elle. Mais elle n'avait plus le visage de l'abandon. Elle ressemblait plutôt à un espace libre. Un soir d'été, après une fête d'école, Rose courut vers Martin avec un dessin dans les mains. Papa, regarde, j'ai fait notre maison de papier. Le mot tomba doucement. Martin s'immobilisa. Claire,
À quelques pas, le vit porter une main à sa bouche. Il ne répondit pas tout de suite. Il s'accroupit, prit le dessin avec une délicatesse infinie. Puis murmura. Elle est magnifique. Rose sourit, fière, déjà repartie vers d'autres jeux. Martin leva les yeux vers Claire. Dans son regard, il y avait de la gratitude, du regret, de l'amour peut-être, mais Claire n'y entra pas. Elle lui offrit seulement un sourire paisible. Un sourire qui disait qu'ils avaient survécu, chacun à leur manière, sans que le passé ait besoin de redevenir une maison. Plus tard, en rentrant avec Rose, Claire marcha lentement sous les platanes. Sa fille sautillait à côté d'elle, tenant son dessin contre son cœur. « Maman, tu es heureuse ?» Claire regarda le ciel qui devenait rose au-dessus des immeubles. Elle pensa à la femme du tribunal, seule dans les toilettes, une main sur le ventre sans encore savoir que sa vie venait de s'effondrer et de commencer en même temps. Elle pensa aux nuits sans sommeil, aux humiliations avalées, aux messages de colère, aux silences tenus comme des boucliers. Elle pensa à l'amour qui ne demande plus de se perdre pour être mérité. Oui, répondit-elle enfin, pas tous les jours de la même façon. Mais oui. Rose glissa sa petite main dans la sienne. Alors moi aussi. Claire serra ses doigts. Dans la lumière tiède du soir, elle comprit que sa plus belle vengeance n'avait jamais été de faire regretter Martin. C'était de ne plus vivre autour de son regret. C'était d'avoir transformé la trahison en force, la solitude en atelier, l'humiliation muette en voix intérieure. Et tandis que Rose chantonnait près d'elle, Claire avança sans se retourner, avec cette paix rare des femmes qui ont traversé la douleur sans lui laisser le dernier mot.